Katharina Niemeyer, professeure à l'école des médias, ici. Sa présentation intitulée Dépenser la nostalgie, entre parenthèses du futur. Elle nous fait travailler dès le titre. Katharina Niemeyer est donc prof ici et cofondatrice de l'International Media and Nostalgia Network. Ses travaux portent sur les temporalités médiatiques, la mémoire et l'histoire, et depuis quelques années sur les questions relevant de la nostalgie. Elle coordonne 2 projets de recherche actuellement, l'un subventionné par le FRQSC et le deuxième par le CRSH, sur les questions liées au terrorisme d'une part et aux communautés nostalgiques en ligne de l'autre. Ce qui peut paraître très différent, mais ça l'est parfois pas autant que ça. Bon, ok, donc je vais montrer la vidéo. Je vais rien vous dire pour l'instant sur la vidéo. Je la passe, puis après je commence la conférence. On est vraiment dans le noir. Oui. Ok. Petit peu d'émotion. Voilà. Donc, en fait, je voulais commencer à vous lire en allemand, avec la traduction en française d'à côté, la poésie d'Hannah Arendt, qui est peut-être un peu moins connue pour sa poésie, mais ça mérite d'être connue. Donc, je vais lire en allemand, vous avez la traduction en français à côté. C'est un poème qui date de 1946. Donc, elle était déjà installée à New York. Die Traurigkeit ist wie ein Licht im Herzen angezündet, die Dunkelheit ist wie ein Schein, der unsere Nacht ergründet. Wir brauchen nur das kleine Licht der Trauer zu entzünden, um durch die lange weite Nacht wie Schatten heimzufinden. Beleuchtet ist der Wald, die Stadt, die Straße und der Baum, wohl dem, der keine Heimat hat. Er sieht sie noch im Traum. Donc, ce que Hannah Arendt écrit ici, c'est évidemment, elle est exilée. Elle a quitté l'Allemagne, mais ce qui est intéressant ici, d'un point de vue de la nostalgie, en fait, c'est que elle dit qu'elle n'a plus de patrie, en fait. Elle ne peut pas vraiment, à ce moment-là, en tout cas, y retourner, pas tout de suite. Et puis, ce qui est intéressant, finalement, ça pose la question de l'espace par rapport à la nostalgie qui est à la base, bien sûr, le mal du pays, et j'y reviendrai. Je n'ai pas du tout, j'ai oublié mon iPhone, justement, là-bas. Donc, merci de me faire signe quand il me reste 5 minutes, voilà, à la fin. Je laisse cette citation ici sans future analyse. C'était un peu pour revenir après sur les origines historiques de la nostalgie. Donc merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Je me tâche donc de proposer une réflexion sur l'ancrage critique de la recherche portant sur la nostalgie, la communication et les médias. Ma démarche aujourd'hui est davantage théorique et réflexive, tout en mentionnant plutôt vers la fin des projets de recherche finalisés en cours des dernières années, que ce soit seul, chaque recherche se fait avec d'autres, même si on l'écrit seul, ou en effet avec des collègues. Personnellement, la question de l'ancrage critique, un peu comme Hélène aussi l'a dit tout à l'heure, mais moi je l'aborde d'une autre façon, mais finalement elle m'accompagne depuis longtemps. Quand on a une formation en sémiotique, si on n'est pas critique, ça ne marche pas, la sémiotique, voilà, je la fais courte. Et puis aussi la Medienkultur, c'était ce que j'avais suivi en Allemagne en fait comme étude.
qui inspirait entre autres ce qu'on appelle aujourd'hui l'archéologie des médias, mais bien évidemment aussi la théorie critique avec un grand T, ça faisait partie de notre formation. Mais je la formule finalement, ou je formule l'ancrage critique peut-être moins explicitement que certains collègues le font. Donc je vous propose aujourd'hui cette conférence qui s'intitule Dépenser la nostalgie du futur. Et le jeu de mots est certes peut-être pas si créatif que ça, parce que voilà, vous avez compris la double idée qui s'y cache, c'est qui touche à l'analyse de la marchandisation de la nostalgie, parce que voilà, la nostalgie est depuis longtemps voilà, liée à la consommation, et bien évidemment une économie de nostalgie qu'on peut même nommer comme telle, mais aussi la nécessité de la repenser. C'est pour ça que je dis dépenser. Donc pas uniquement en termes marchandisation, mais aussi dans une recontextualisation historique et sociale et culturelle. Et puis la nécessité de la repenser dans un monde de la modernité tardive. Et puis je vais beaucoup me référer à Hartmut Rosa ici et son ouvrage, pas de l'accélération sociale 2005 qui était traduit plus tard, mais celle sur l'aliénation, et je reviens. Et puis je me permets aussi de dire l'ancrage critique, je la sors aussi du contexte historique, mais peut-être pour rappeler Rosa Luxemburg, qui a été exécutée il y a 100 ans et 10 jours, jour pour jour, qui avait dit « Freiheit ist immer nur die Freiheit des Andersdenkenden » et ça a été traduit avec « La liberté, c'est toujours la liberté de celle et de celui qui pense autrement ». Et donc je pense qu'on peut garder ça aussi en arrière-fond, peu importe quel ancrage critique on mobilise. Puis peut-être on pourra le traduire même autrement, la penseuse autre ou le penseur autre, mais en français ça marche un peu difficilement ces traductions-là. Donc l'interprétation de cette phrase est bien évidemment ouverte, mais c'est en quelque sorte ce que Hartmut Rosa propose de faire dans son ouvrage Aliénation et accélération vers une théorie critique de la modernité tardive, en nous invitant à repenser la théorie critique avec un grand T, afin d'argumenter théorie critique, là il utilise un petit T, de l'accélération sociale qui intègre à la fois les dimensions critiques fonctionnalistes, normatives et éthiques. Cela étant dit, c'est la lecture de l'ouvrage de l'accélération sociale paru en 2005 en allemand, signé également Hartmut Rosa, que j'avais lu en fait avec très grand intérêt en 2011 et qui m'a amené à argumenter que la nostalgie posée dans un contexte communicationnel et médiatique est une des expressions et notamment une pratique accompagnante et émanante de l'accélération sociale. Mais en me penchant sur la nostalgie en détail, son histoire, son évolution, il m'a semblé nécessaire de la penser autrement, ou pour le moins l'interroger par détournement quand elle émerge en lien avec la communication et les médias. Donc aliénation et accélération, Rosa écrit, en lien avec la décélération, qui est intrinsèque au phénomène d'accélération et aussi touché par la marchandisation. Je le cite, c'est sur la page 55. La crainte d'un arrêt brutal se produisant à grande vitesse a accompagné la société moderne tout au long de son existence. Elle a donné naissance à des maladies culturelles telles que l'acédie, la mélancolie, l'ennui, la neurasthénie ou de nos jours diverses formes de dépression. Il ne cite pas la nostalgie, il n'en parle jamais à Hartmut Rosa. Ce qui est tout à fait logique, vous allez voir pourquoi. Sans surprise, la nostalgie n'est donc pas mentionnée, mais Svetlana Boym, qui a écrit The Future of Nostalgia, donc l'inverse du titre que je vais proposer, a souligné depuis longtemps, donc fin des années 90 et début 2000, que la nostalgie est un phénomène créatif et régressif qui accompagne le progrès et les crises. L'ouvrage de Rosa, qui est passionnant et qui stipule les fondements théoriques prometteurs pour des chercheurs de recherche à venir, ne tient malheureusement pas compte de beaucoup d'ouvrages et d'articles écrits par des collègues qui ne sont pas du sexe masculin. Il n'a malheureusement pas non plus inclus les ouvrages et articles parus ces dernières années, en allemand, anglais ou français, parce qu'il maîtrise les 3 langues, qui questionnent et analysent déjà l'accélération sociale au prisme des temporalités communicationnelles et médiatiques. Je cite ici Emily Keightley, Manuel Menke, mais aussi certains collègues qui ont organisé le congrès de la SFSIC il n'y a pas si longtemps que ça. Ou encore de travaux qui articulent cette accélération sociale dans leurs travaux portant sur une critique du néolibéralisme en politique. Je pense ici notamment à Wendy Brown et son ouvrage Undoing the Demos, Neoliberalism Stealth Revolution. La place de la communication est centrale pour Rosa, mais il ne la pousse pas plus loin que l'agir communicationnel de Habermas, ce qui est bien dommage. La recherche critique en communication ne s'est pas arrêtée avec Jürgen dans les années 80 pourtant. Cela étant dit, là où l'ouvrage de Hartmut Rosa permet d'amorcer une réflexion critique, autre me semble se situer sur 2 niveaux. Le premier est celui de tenir compte des souffrances d'origine sociale des personnes réelles, afin de penser une théorie critique qui réside dans une comparaison critique
entre ses conceptions de la vie bonne et les pratiques institutionnelles, sociales et réelles. Donc elle lui dit clairement aussi que c'est difficile de faire un point sur qu'est-ce que c'est la souffrance des autres en sortant sur ça. Donc la nostalgie, en tout cas quand elle est triste ou quand elle rend triste, c'est son penchant de la mélancolie, mais pas uniquement. Elle est souvent aussi une joie, mais aussi une souffrance sociale qui se laisse tracer et retrouver, donc constater sans fabulation, que ce soit dans les réseaux sociaux en ligne ou dans d'autres contextes politiques et sociaux. Puis le second niveau propice à la réflexion et aux pensées autrement se niche donc dans ce que Hartmut Rosa ne fait pas finalement. Donc je le remercie parce que ça permet de construire sur ses propos, à savoir de penser la nostalgie en lien avec la communication et les médias, permettant de saisir l'accélération sociale dans une perspective critique des temporalités. Donc la nostalgie fait partie de la recherche en sciences humaines et sociales depuis un bon moment déjà en fait, en anthropologie, sociologie, géographie, économie, marketing ou histoire. Entre souvenirs et oubli, idéalisation et créativité, la nostalgie rappelle les temps et les lieux qui ne sont plus accessibles ou qui ne l'ont jamais été. Elle peut également désigner le désir de retourner à une époque passée que nous n'avons pas vécue, le regret d'un passé qui n'a jamais été et qui aurait pu être, ou encore un avenir qui jamais ne sera. Donc le sentiment nostalgique n'étant pas uniquement empreint du seul retour vers le passé, mais articule aussi bien d'autres temporalités. En littérature et philosophie, Barbara Cassin justement a sorti un ouvrage sur le être chez soi. Hartmut Rosa en parle un peu de être chez soi, mais il ne pousse pas plus loin. Ou encore dans les recherches portant sur l'immigration et le mal du pays, la nostalgie est souvent dotée d'une réputation négative et superficielle. Les travaux pionniers de Frederick Jameson sur les formes contemporaines de la nostalgie en tant que produit de la société de consommation et du progrès, mais aussi du sociologue Fred Davis de 1979 en sont l'exemple, même si ces derniers ont posé des bases de réflexion critique importantes. Sans vouloir renier l'aspect obscur de la nostalgie, souvent objet et outil au service d'une instrumentalisation économique et politique, son statut en tant que construction dialectique, occidentale, postcoloniale et régressive de la modernité est en train de se transformer. La nostalgie méritait en effet une reconsidération, une relecture, car il ne faut surtout pas la prendre pour ce qu'elle n'est pas. Au milieu des années 2000, sont Emily Keightley et Michael Pickering, des sociologues des médias de la Loughborough University, qui lancent un appel en fait de repenser la sociologie aussi, mais la nostalgie dans la recherche sociologique. Et c'est la même année d'ailleurs, en psychologie, qu'une équipe de Southampton montre très clairement que la nostalgie peut aussi être constructive, d'un point de vue individuel notamment. Mais c'est notamment l'ouvrage d'Alistair Bonnet, The Geography of Nostalgia, de 2016, qui montre en fait, ou qui met fin, je dirais plutôt, à l'idée d'une nostalgie construite et inventée par l'Occident pour l'Occident. Émergeant au même moment que les travaux précités en anthropologie, sociologie, psychologie sur le renouvellement du regard sur la nostalgie, les chercheurs et chercheurs en media studies, études médiatiques et en communication, commencent également à y contribuer, notamment à partir des années 2010, ce qui n'est pas étonnant, le Web 2.0 fêtant ses 5 ans, et puis on peut clairement constater que davantage une accumulation aussi des contenus médiatiques qui peut se faire en ligne, on appelle ça archive ou pas, c'est bien sûr en fonction du contexte. Je ne vais pas ici revenir sur cette évolution de la place de la nostalgie dans les études sur la communication et les médias. Je l'ai fait dans l'article qui vous a été suggéré pour lecture de la séance, et donc plutôt revenir sur la question du mal du pays et du mal du temps, que je me permets d'intituler comme tel, que j'ai également discuté dans le même article, mais je souhaite élargir en fait la perspective aujourd'hui. Donc, les crises économiques et logiques et politiques, ainsi que les transformations des industries médiatiques, provoquent un malaise avec le temps et des temporalités qui semblent donc aller plus vite. Rien de nouveau, on est clairement dans l'idée de l'accélération sociale. Mais souvent décrites comme réaction au progrès et aux crises dans l'histoire, les expressions nostalgiques qui se multiplient à nouveau depuis quelques années et qui s'expriment notamment via, dans et contre les médias et technologies de communication peuvent se comprendre comme forme de résistance à l'accélération sociale, mais pas uniquement. Les pratiques et activités nostalgiques ne peuvent pas se comprendre sous ce seul angle et sont très diversifiées en fonction des cultures, bien évidemment. En revanche, contrairement à ce que l'on pourrait croire, elles ne sont pas uniquement présentées dans le monde occidental, comme Bonnet le montre, mais les analyses maintenant le montrent aussi, parce que lui, il avait l'entrée anthropologique qui ne s'intéresse pas du tout à la communication en médias, donc c'est uniquement effleuré. Donc avec les collègues du International Media Nostalgia Network, je vous invite à découvrir en fait
On est maintenant à peu près 55 chercheurs avec des entrées très différentes en se posant des questions sur la nostalgie, que ce soit la queer nostalgia, que ce soit la nostalgie esthétique au cinéma, un collègue qui travaille sur la nostalgie en Turquie, de l'Empire ottoman, etc. Alors c'est vraiment très très vaste et je ne pourrais pas du tout vous présenter aujourd'hui, mais chaque fois avec un angle qui soit s'intéresse aux échanges en ligne ou voilà, les productions médiatiques, etc. Bon. Les collègues donc de ce réseau et leurs travaux le montrent clairement, de diverses formes de nostalgie se font entendre, que ce soit en Afrique, Europe ou en Australie, et elles touchent aux politiques culturelles, sociales et écologiques. Les réseaux de recherche créés en place essaient en fait de retracer ces expressions, manifestations dans les communications, dans les médias, en proposant des entrées méthodologiques et théoriques assez diverses. Ce que les résultats en ont commun et permettent maintenant d'affirmer clairement, c'est que la nostalgie contemporaine n'est pas un phénomène de mode, mais universellement partagé, intrinsèquement noué aux trois temporalités, le passé, le présent et le futur. J'exclus bien sûr l'idée de la mode dans les industries médiatiques où évidemment c'est toute une autre question qui se pose. En ce sens, le présent compressé que Rosa discute dans son ouvrage contracte en lui également le passé et le temps à venir dans une spirale de l'expérience, des temporalités en quelque sorte. Donc Rosa fait la différence en allemand entre Erlebnis et Erfahrung. Erlebnis, c'est plus quelque chose d'épisodique dans l'expérience, tandis que l'expérience, c'est vraiment une expérience au sens plus longue. Il fait référence à Walter Benjamin dans son ouvrage Rosa. Les résultats de recherche montrent aussi que la nostalgie peut être constructive sur le plan individuel et collectif, mais que son côté sombre veille toujours à l'horizon quelque part. Au moment où le mal du temps ou le mal du pays, les deux sont souvent liés, se manifestent, souvent sous forme de décélération ou pour le moins un souhait de décélération, ces mots ne sont pas saisis dans leur essence ou encore de façon artificielle afin de retomber dans le tourbillon d'une marchandisation accrue ou d'une thérapie de décélération qui nous permet de mieux performer par la suite. Ralentir pour accélérer. Un autre élément que Rosa ne discute pas en détail, enfin on ne peut pas tout penser ou dire, est de la place de la mémoire et notamment de la place de nos souvenirs du futur. Comment sauvegarder des expériences qui sont souvent déjà au départ technologiques? Allons-nous nous vraiment souvenir des échanges de messages sur Facebook, des photos envoyées à gauche ou à droite? Dans tous les cas, nul besoin de le faire soi-même, ce travail de mémoire, et là j'allais vous montrer la vidéo, est aussi faite par les industries au sens large du terme médiatique, écologique, donc Apple. J'ai parfois du mal à définir ce qu'Apple est. Mais en tous les cas, c'est cette publicité-là du iPhone 7 où Apple se trouve l'entreprise se trouve elle-même dans une crise à ce moment-là, c'était autour de 2013. Et puis en fait reconstitue aussi son propre passé en tant qu'entreprise. Donc c'est d'un point de vue de la marchandisation, c'est très intéressant. Mais évidemment, ce qui m'intéresse ici, c'est la préfabrication de nos souvenirs. On le sait tous que ce soit sur Facebook, sur nos téléphones portables, on nous propose en fait des souvenirs. Donc ce n'est plus quelque chose qui vient spontanément en fait. Donc c'est préprogrammé. Si ça vous intéresse, avec Chloé Dawad, on avait dans le séminaire analyse de production culturelle l'année dernière travaillé sur les questions d'utopie et nostalgie et on s'est mis en commun son article dans les feuillages que je vais me permettre de faire tourner sur l'économie du souvenir parce que je n'aurai pas forcément le temps d'aller en détail ici. Donc après, ça va réagir. Ça vous crée une petite pause comme ça, mais il est jamais. Ce n'est pas grave. Donc tout semble s'accélérer, pas vraiment, mon PowerPoint il ne s'accélère pas du tout, et décélérer en faveur d'un progrès dont les contours demeurent souvent flous. C'est quoi le progrès donc? Bon. Ce qui est du progrès pour les uns ne l'est pas pour les autres. On peut se demander aussi pourquoi certaines résistances n'accélèrent pas. Rosa donne l'exemple des militants écologistes, mais on peut aussi penser à des minorités ou aux peuples autochtones dont les revendications émanant d'ailleurs souvent d'une nostalgie du futur, à savoir de créer dans l'avenir des conditions de vie et de bonne vie, pour revenir à la terminologie de la théorie critique selon Rosa, pour les êtres humains du futur, même si nous ne serons plus sur Terre. C'est ce qu'on appelle aussi sustainable nostalgia, je l'avais évoqué dans une discussion récemment. Voilà, donc on va voir ce qui va nous faire le PowerPoint. Oui, dans ce cas, c'est une utopie portant les traces nostalgiques des temporalités et espaces perdus, mais aussi en devenir. Il me semble ainsi que c'est dans ce paradoxe dont Rosa fait constat, à savoir la balance difficilement tenable ou inexistante entre accélération et décélération,
que se niche notre malaise avec le temps et l'impression de ne plus en avoir. Mais que c'est dans ce paradoxe que se nourrit et renaît la nostalgie, mais celle qu'elle a été. Sentiment connu exprimé dans l'Odyssée d'Homère, le néologisme médical en fait arrive en 1688 par un médecin suisse de Bâle. Pas étonnant que ce soit en Suisse parce que alors je pense que c'était le mari de l'écrivaine qui a écrit Heidi a travaillé sur la nostalgie et puis quand vous vous souvenez de Heidi, c'est fort évidemment un conte populaire empreint de nostalgie. Donc on l'appelait au départ aussi la maladie suisse d'ailleurs et c'était donc les mercenaires qui partaient à l'étranger, pas si loin que ça, mais ils quittaient en tout cas leur patrie et puis ils tombaient malades. Et l'étymologie qui est grecque se base sur le nostos, le retourner à la maison, et algia, tristesse, douleur, souffrance. D'ailleurs, le mot nostalgie ne faisait pas partie du vocabulaire de la vie quotidienne de l'époque. Des personnes touchées par la maladie ne disaient pas être nostalgiques, mais d'avoir le mal du pays. En allemand, on appelle ça aussi la Heimweh, et d'être triste, nerveux. Peu de docteurs reliaient les symptômes physiques de la nostalgie aux conditions mentales ou psychologiques, et la confusion avec la mélancolie était omniprésente, comme le constate Bolzinger. C'est un ouvrage de 2007, c'est un psychanalyste qui a écrit l'histoire de la nostalgie. Il a analysé en fait de façon assez systématique les thèses doctorales publiées en médecine sur la question de la nostalgie, et on voit que la nostalgie sort du discours médical au début du XXe siècle, parce qu'on ne peut pas la soigner vraiment. On peut l'adoucir, mais on l'a confondu beaucoup avec la mélancolie. Même la nostalgie garde les traces de mélancolie, et puis qui est plus devenue la dépression. Donc il y a entre mélancolie et dépression. La nostalgie est un peu séparée de ça dans les discours médicaux. Et je pense qu'il y a là un vrai travail à faire, parce que je suis convaincue que l'origine, le mal du pays, les troubles gastro-intestinaux, etc. sont présents surtout chez les personnes en fait qui quittent leur pays natal. C'est fascinant ici. Je vais essayer de gérer ça en même temps. Je redémarre tout ça. C'est très bien parce que j'ai d'autres slides vers la fin, ça risque de marcher. Donc, au début du XVIIIe siècle, la nostalgie a été relayée à la discipline militaire pour devenir, dans les années 1790, un problème de santé de masse au sein de l'armée. À la fin du XIXe siècle, elle devient une excuse pour ne pas défendre la patrie. Les symptômes de la nostalgie variaient. Le malade refusait de se nourrir, il avait de la fièvre et des soucis gastriques ou des hallucinations. Au départ davantage relié à l'espace, la question du temps se joint aux définitions qui sont attribuées aux sentiments nostalgiques. À la fin du XXe siècle, donc, la notion quitte les discours médicaux, mais innerve davantage la culture populaire. Et je pourrais y répondre plus tard, peut-être pendant les questions. J'ai beaucoup travaillé sur quand la nostalgie émerge avec les mots du rétro et du vintage dans la culture populaire. Donc, on va donc récupérer tout ça. Voilà, fabuleux. Ça a l'air de fonctionner. Je crée des petites pauses de réflexion, vu que je parle généralement très vite. On va peut-être pas en abuser trop. Je ne vais pas lui demander un vidéo apparemment. Voilà, laissons tomber ça. Au XVIIe siècle, les récits, les images et les sons évoquant la patrie faisaient déjà partie, en fait, des médicaments pour soigner la nostalgie. Je trouvais ça très intéressant dans l'histoire. C'était la communication, les supports médiatiques aidaient les nostalgiques à survivre. C'est clair qu'ils ne mourraient pas directement de la nostalgie, mais en tout cas, de l'affaiblissement du système immunitaire lié à leur mal du pays, etc. Alors, le fait d'entendre l'accent de leur pays ou d'écouter les chansons typiques de leur région offrait la possibilité aux malades de se transporter virtuellement dans un espace-temps, un autre espace-temps. Le mal du pays peut d'ailleurs encore se soigner de cette façon aujourd'hui. Je donne toujours l'exemple du footballeur italien qui devait jouer dans un club de football en Angleterre, et il se sentait tellement malade et pas bien qu'il ne pouvait pas jouer, et puis il disait qu'il a le mal du pays, mais que grâce au Skype et les liens communicatifs avec sa famille sur place, ça allait mieux, et puis finalement il pouvait donc jouer par la suite. Il ne s'agit évidemment pas de confondre le mal du pays avec une nostalgie joyeusement triste de notre passé, personnel teinté par les produits de la culture populaire. Aujourd'hui, on s'entend aussi, on ne meurt plus de la nostalgie. Mais de saisir en quoi les expressions nostalgiques de nos jours sont empreintes de cette vieille nostalgie. Le mal du pays ne s'appelle plus nostalgie dans les discours médicaux, mais il en fait partie. Il s'agit notamment d'une quête, celle de savoir où nous sommes à la maison, à quel temps nous appartenons. Et là, en revenant en fait à des questions aussi identitaires, donc ça peut peut-être rejoindre aussi un peu ce que Hélène racontait tout à l'heure. Donc,
j'aurai bientôt besoin de mon PowerPoint, qui me lâche. C'est peut-être un signe qu'il ne faut pas. Enfin, ça rappelle aussi ce que disait Hannah Arendt dans son poème « Heureux qui celui qui n'a pas de patrie ». Mais on peut se poser la question aussi, qu'est-ce qu'on fait alors, de quoi est-ce qu'on est nostalgique si on ne l'est pas de là d'où on vient, ben, on peut l'être aussi d'espace qu'on ne l'aura jamais. Donc je pense que c'est là où peut-être parfois la nostalgie s'oriente davantage dans le futur. Donc en ce sens, le défi théorique et méthodologique pour les chercheuses et chercheurs en media studies et en information et communication est complexe, car les expressions nostalgiques présentes dans les contenus médiatiques, je dis contenus entre guillemets, tels que les films ou les séries télévisées, mais aussi dans les échanges et discussions dans les réseaux sociaux numériques, ne convergent pas vers une seule forme de nostalgie. Entre un mal du pays, la quête d'identité ou d'authenticité, la nostalgie apparaît sous son aspect ludique et joyeux, mais aussi régressif et dangereux, et souvent les deux se côtoient et se chassent. De la même sorte, il ne faudra pas prendre la nostalgie pour ce qu'elle n'est pas. Parfois, elle est absente, parfois refusée ou inactivée quand elle est suggérée par une esthétique, par exemple. Donc là, j'avais des exemples, évidemment, à vous donner. Et je vais réessayer d'ouvrir mon PowerPoint. Voilà. Et je vais sauter sur toute la partie de la vidéo parce que je pense que c'est ça qui cause problème. Donc, allez tout de suite ici. Bien évidemment, Bohemian Rhapsody, on fait juste un exemple un peu plus d'actualité. On est dans une esthétique très nostalgique, c'est un biopic. Bon, je ne l'ai pas encore vu, il paraît qu'il ne retrace pas tout à fait quelques exactitudes historiques. Bon, je ne peux pas encore trop en témoigner, je ne l'ai pas analysé en détail, mais ça fait partie de ces productions à esthétique nostalgique, mais qui ne veulent pas forcément dire qu'on devient nostalgique. D'accord? Donc on s'entend là sur plutôt la question d'un style nostalgique. La production d'une esthétique, donc style nostalgique, et je me fais ici à Paul Grange Monochrome Memories de 2000, qui parle de mood et de mode. Mode, je le traduis ici un peu avec style, parce que sinon ça fait mode, ça fait un peu étrange en français. Donc là, on s'entend bien, on l'avait vu aussi dans la vidéo que je vous ai montrée, on est clairement dans une esthétique qui suggère la nostalgie, mais ça ne veut pas dire qu'on se sent nostalgique, mais le potentiel est malgré tout présent. Après, Stranger Things, Netflix, vous connaissez. D'ailleurs, je pense que c'était le... Ah non. C'est vraiment pas drôle. Peut-être préparez déjà vos questions un peu là pendant que j'essaie de remettre ça en place. Je vais redémarrer le programme. Mais c'est très bien, vous voyez l'accélération sociale, ça ne marche pas du tout. Alors l'accélération technique surtout, dont Rosa parle aussi. Ça redémarre. Excellent. Et là, il me propose des choses bizarres. Donc on va faire ça comme ça. Vous voyez, c'est beau hein, l'expérience du PowerPoint. Ok, donc je vais juste retourner ici et plus bouger en avant. Voilà, potentiel déclencheur de la nostalgie, on l'a vu ici. Ça ne veut pas dire, moi ça m'embête quand je reçois les notifications. Comment ça, je dois déjà être nostalgique de ce que j'ai vécu il y a une semaine. On va peut-être pas exagérer. Bon, the best of the year, à la limite, on peut comprendre. Mais voilà, il y a une forme de potentiel déclencheur de ce qui nous est proposé par les industries et aux entreprises. Mais pour aller dans un sens un peu plus positif, ce sont des plateformes médiatiques qui sont des espaces de projection aussi, des outils afin d'exprimer la nostalgie et de nostalgiser. C'est traduit du français nostalgize. Si je vous avais invité à lire, c'est explicité dans les articles que je veux partager avec vous, donc qui souligne en fait la performativité de la nostalgie, juste pas état d'être, mais quelque chose que l'on fait. Quand vous pensez aux rétro gamers, par exemple, les jeux vidéo qui reviennent, toutes sortes de pratiques qu'on peut avoir sur Instagram. On ne va pas juste dire que c'est un état d'être, mais voilà, c'est une réelle pratique. Je vous ai juste mis une capture d'écran d'exemple ici. 3 minutes of intense 90s nostalgia. Donc les gens aussi qui font en fait des assemblages, des bricolages en fait de contenu médiatique des années 90, 80, etc. Les applications sur les téléphones mobiles, par exemple, permettent aussi de créer une forme de nostalgie instantanée. Ça ne veut pas dire qu'on est nostalgique en posant des filtres, parfois c'est juste ludique, puis on trouve ça beau. Comme je l'ai dit, la nostalgie n'est pas partout. Ceci dit, souvent, c'est Jill Bartholens dans l'ouvrage que j'ai le plaisir d'éditer en 2014. Ça commence à dater, il faudrait que je change de sujet un de ces quatre, mais c'est pas complètement fini encore. Jill Bartholens qui parle justement de cette idée d'une nostalgie instantanée dans l'iphonographie. Il a publié passablement de choses sur cette question-là, donc la question photographique,
où les personnes en fait publient en direct en se sentant déjà nostalgiques. Donc il a quand même analysé les commentaires qui vont avec, hashtag nostalgie sur Instagram. Et puis on parle aussi de la tech nostalgia, sur laquelle je ne vais pas revenir en détail non plus, parce que c'était un article de Tim van der Heijden, Tech Nostalgia of the Present, From Technologies of Memory to Memory of Technologies, que je vous ai aussi suggéré comme lecture. Tech Nostalgia, tout simplement, sont les nostalgies des technologies de l'analogique et du numérique. Sous-entendu qu'on sait très bien que la séparation entre analogique et technologique est aussi plutôt une idée voilà, économique et marketing, ce qui n'empêche pas de dire que justement le marketing nostalgique travaille sur cette différenciation entre analogique et numérique aussi par rapport à la question de la nostalgie. Et puis, bah, voilà, de la même sorte, ce qui manquait en fait les dernières années, et puis moi j'essaie d'y contribuer avec des collègues, mais je suis très contente, ça va bientôt paraître. Donc je vous fais ça s'appelle Netflix Nostalgia, Streaming the Past on Demand. Ça va paraître sous peu. Je pense que ça va être, j'espère, en tout cas un des premiers ouvrages. Je suis en train de le lire, qui s'intéresse davantage à la question de la politique économique en fait de la nostalgie. Et sur comment en fait Netflix mobilise le potentiel nostalgique d'un passé accumulé médiatique qui est celui des années 80-90. Quand on pense à Stranger Things, la série télévisée, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des technologies d'aujourd'hui, évidemment, ne sont pas présentes. Puis on voit en fait aussi un univers filmique esthétique qui coproduit ce que ça a été, les temporalités des années 90. Donc c'est pas juste une idée en fait d'objet ou d'intertextualité avec Hollywood. Donc hâte de savoir ce que cet ouvrage-là va proposer. Alors, avant d'en venir là, je voudrais peut-être résumer ce que nous, en tant que chercheurs en communication et médias, on peut apporter en fait à quelque chose que Rosa ne fait pas du tout. Et c'est dont la recherche sur la nostalgie, la communication et les médias a besoin. Et je pense que vous le voyez dans les différentes strates nostalgiques qui sont possibles, rien qu'en regardant voilà, quelle panoplie s'ouvre, que ce soit d'un point de vue communicationnel ou de contenu médiatique. Ce dont cette recherche-là a besoin, c'est vraiment un ancrage en fait critique qui permet de saisir les possibles potentiels de la nostalgie, qui soit politique, intime ou culturelle, afin de porter son analyse vers une meilleure compréhension analytique de l'accélération sociale. Parce que finalement, Rosa ne nous propose pas vraiment une entrée très empirique en fait dans ses propos. Je recite en fait Rosa qui dit « Une critique des structures temporelles de la société, de ses moteurs accélératoires et de ses conséquences aliénantes est selon moi la voie la plus prometteuse pour les futurs possibles de la théorie critique, avec un grand T. » Il poursuit sur la page 141. Si vous croyez aux théories du choix rationnel qui affirment que le seul but des êtres humains est de satisfaire de façon instrumentale leurs penchants et leurs fonctions utilitaires, alors vous ne devriez pas être surpris que le monde paraisse complètement silencieux. Il se réfère ici bien sûr à Stuart Hall et je pense que ça s'appelait Language and Silence, mais il faudrait que je revérifie. Donc, ce que certains chercheuses et chercheurs en médias et communication ont commencé à faire depuis quelques années, c'est justement rentrer dans cette brèche temporelle. Que ce soit bien évidemment certains collègues peut-être aussi ici présents, que ce soit le travail en ligne, le digital labor, donc faire la différence entre work et labor évidemment. Et la nostalgie me semble de permettre de saisir également où se nichent des formes d'aliénation, mais aussi des silences que nous les chercheurs ont la tâche de rendre audibles ou visibles, tout comme les résistances qui n'arrivent pas à faire surface. Actuellement, et dans le cadre de 3 projets et 2 qui sont sur le point d'être finalisés, on essaie d'aborder ces questions-là et d'aller plus profondément en fait dans un travail de terrain au lieu de juste rester dans la partie plutôt théorique. Que j'aimerais bien juste parcourir maintenant parce que je les ai présentés dans d'autres conférences, donc je ne voulais pas retasser la même chose, mais vous donner un peu une vue d'ensemble sur les projets en cours. Il me reste à peu près combien de temps? 10 minutes. Ouais, parfait. Alors, un premier projet qui est en train de se finir, c'est un article qu'on écrit justement avec Emily Keightley, qu'on va intituler très fort probablement The Commodification of Time and Memory, Online Communities and the Dynamics of Commercially Produced Nostalgia. Si tout se passe bien, ce sera publié dans New Media and Society en 2020. Ça fait 2 ans qu'on travaillait sur Do You Remember, qui est une entreprise en fait, qu'on ne voit pas tout de suite que c'est une entreprise, qui spécifiquement présente sur Facebook, qui gère une communauté de maintenant plus que 6 millions de personnes, surtout en Amérique du Nord. Je vous la fais courte là, parce que je pourrais en parler pendant 2 heures.
Je vous montre ici la présence web. Ils ont une page principale, Facebook.com, Do You Remember, et vous voyez toutes les sous-groupes qu'ils ont créés. Donc c'est une vraie business, nostalgia business. Des groupes années 50, 60, 70, surtout culture populaire américaine blanche, qu'on a vu en fait suite à nos observations, semaines d'observation qu'on a faites. On a fait 2 fois 2 semaines d'observation en ligne sur 2 ans. On a interviewé aussi le CEO de cette entreprise-là, ce qui était très bien parce qu'il nous a raconté plein de choses. Et après, on a interviewé les gens des relations publiques, communication, qui nous ont plus ou moins interdit de publier ce qui a été dit par le CEO auparavant. Donc, on ne sait pas encore trop comment on va mettre ça dans nos résultats de recherche, mais pour vous dire en fait la chose. Donc, le CEO, c'est Michael Getter, qui à la base publie dans les années 70 des livres qui s'appelaient déjà Do You Remember? Puis il a dit, le nostalgia business, les livres, ça ne marchait pas, je voulais me lancer sur le web. Ils sont très cachés sur la façon de fonctionner financièrement. Ils avaient apparemment un investissement de 1 million de dollars qui n'a pas trop bien abouti. Donc on n'a malheureusement pas pu savoir plus sur les différentes stratifications de financement, comment ils financent et payent en fait leurs employés. Ils sont 7, principalement des hommes, une femme. Mais intéressant, c'est que quand j'ai fait l'interview Skype avec lui, j'ai demandé qui en fait est sur ces sites-là. Donc vous voyez, je vais revenir sur les activités des internautes sur Facebook tout de suite pour vous donner déjà une préavis. Il a tourné en fait son ordinateur, j'ai pu prendre des captures d'écran des statistiques Facebook. La plupart des personnes qui sont sur doyouremember.com et dans les pages affiliées sont des femmes plus de 40 ans. Donc on revient en fait sur un modèle de la télévision des années 60-70 aux États-Unis, puis il dit ça nous arrange beaucoup parce qu'on cherche justement des publicités, des annonceurs suite à notre activité du déclenchement nostalgique dans nos communautés. Donc les activités des internautes sur Facebook, ça c'était en fait sur nos semaines d'observation. Il y a en moyenne 900 commentaires par publication, des millions de likes, des millions de partages, mais nous on n'était pas trop intéressés par le big data si on veut, mais quand même un peu pour retracer l'activité qui se fait. Je vous donne quelques exemples de publications qui sont partagées sur Do You Remember. J'essaie d'anonymiser ici les usagers, évidemment c'est un groupe public, mais bon. Par exemple, celui qui faisait la voix d'Alf, il est décédé, puis on va avoir une différence de ça, donc surtout culture populaire, comme je disais, films, vidéos qui sont partagés, mais aussi un jouet en fait que moi je connaissais pas, donc ça aussi, parfois il y a des choses qui nous échappent à notre propre culture évidemment. Vous voyez ici les internautes réagissent, ils partagent leurs propres photos de famille, leurs souvenirs, ils enrichissent en fait le contenu. Et puis ce que Michael Getter nous disait dans l'entrevue, c'est grosso modo qu'ils essaient de dépersonnaliser le plus possible les publications en ligne, qu'ils ont d'ailleurs la plupart du temps géré par un algorithme, chaque heure il y a une publication. C'est pour déclencher en fait des récits et narrations très personnalisées des personnes en réaction. C'est pour ça que Facebook marche bien parce qu'on a de l'espace pour écrire, c'est pas comme Twitter. Un exemple ici, l'engagement des usagers dans nos semaines d'observation, c'était souvent un just like and love, oui je me souviens, parce que c'est do you remember, puis la plupart des gens ils disent oui ou non, donc c'est assez binaire comme réponse. Mais certains usagers vont pourtant se sentir proches du contenu et raconter leurs histoires, comme ici Dan Blocker, un acteur de Bonanza, la série américaine. Et très intéressant, on a ici le témoignage d'une femme qui dit « We lived on the economy in civil Spain in the 60s. My husband was in the Air Force and worked 24-hour shifts. I had 2 babies, no TV, and was the only American in our apartment building. The family upstairs had a TV, and every Sunday night I would hear the theme from Bonanza coming from them through our open windows. The show was dubbed into Spanish, but that theme song made me so very homesick for the States. » Donc, en analysant vraiment au plus près les commentaires et les réactions, en fait, les gens racontent leurs histoires. Puis là, on a beaucoup d'exemples comme ça qui parlent du vrai mal du pays, déclenchés parfois par ces productions culturelles-là. Mais aussi, très intéressant, beaucoup de commentaires qui, en fait, utilisent les nouvelles technologies, les gens sont sur Facebook, pour se plaindre des temporalités qui vont trop vite et pour dire les technologies d'aujourd'hui sont aliénantes. Et que tout était mieux avant parce qu'on s'appelait sur le téléphone fixe. Donc on a beaucoup de commentaires en fait qui reviennent aussi sur l'histoire des médias. C'est très intéressant à observer. Voilà, donc comme il me reste très peu de temps, je vais vous montrer encore d'autres exemples.
c'est avec plaisir que là aussi, ce qui est intéressant, en y allant plus loin, là, il y a un membre ici qui partageait sur Memory a Day, qui est un sous-groupe. C'est signé Ronnie Garcia avec une photographie d'un bar, une photographie vernaculaire, j'aurais dû flotter des visages là aussi. Ce qui se passe ici, Ronnie Garcia publie beaucoup, je me dis c'est louche, puis en fait Ronnie Garcia est engagé par l'entreprise. Voilà, donc il y a aussi de ça une fausse production de base. Peut-être son récit est vrai, mais on ne sait pas, d'accord? Mais les gens réagissent. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils récupèrent le contenu. Ils disent le contenu publié par nos membres, donc, qui ne sont pas engagés par l'entreprise. Parfois, ils le récupèrent pour le mettre dans le fil principal de Do You Remember en fonction des likes. Puis c'est comme ça qu'ils attirent des annonceurs. Mais ils ne nous ont jamais dit combien ils gagnent avec ça, logiquement. Voilà, c'est le secret d'entreprise. Intéressant aussi, c'est une communauté, en fait, qui se veut apolitique. Vous allez sur Do You Remember, on va vous dire interdit de parler de religion, d'être offensif. It's a safe space. Et Michael Goethe nous disait ça tout le temps aussi. It's a safe space. Sauf que, par toute curiosité, le lendemain des élections américaines, je suis allée sur Do You Remember, et puis là, on a une publication de l'association de The Without of Us. C'est le soir même des élections. J'étais le lendemain, vu qu'avec le décalage horaire, j'étais encore en Europe. Et là, juste un commentaire très intéressant avec bien sûr le carré rouge vous auriez vu aussi que Do You Remember, l'éléphant, là, c'est aussi bien évidemment le même logo que le Parti républicain. Voilà. Un commentaire, comme beaucoup de commentaires, très méchants via Hillary Clinton, très offensifs, qui n'ont pas été censurés. Et pourtant, normalement, ils censurent ce Do You Remember. Je trouvais ça très intéressant. Et au fur et à mesure, en me baladant dans les commentaires, je suis tombée sur ceux qui votent pour Trump et je suis tombée dans le Make America Great Again, donc cette autre forme de nostalgie idéalisante. Donc c'était très intéressant. Et pour montrer ici quelqu'un dont j'ai caché le nom, mais son carré était rouge, donc c'est aussi la couleur des républicains, puis qui carrément écrit Hitlery. Okay? Des personnes qui ont liké ça, mais bon, personne a dénoncé ce commentaire. Bon. Mais pour dire que l'affirmation comme quoi on est apolitique, ça ne marche pas du tout, évidemment. Et puis c'est assez intéressant à poursuivre, si jamais vous voulez découvrir ça. Je vais essayer de conclure rapidement, parce qu'il y a d'autres recherches qu'on a eues en cours. Sur par exemple les postes du futur, c'était un projet artistique en 2017 à Montréal, où les Montréalaises et Montréalais étaient invités à écrire une carte postale qui devrait être postée dans 25 ans. Et avec Magali Houle, une collègue en sociologie ici à l'UQAM, on a analysé 1000 cartes postales du futur. Il y a beaucoup de nostalgie du futur, surtout sur l'écologie, l'espérance que l'homophobie sera finie, etc. Donc je passe très très vite. Il y a une vidéo en ligne en fait. Je vous avais amené même des cartes postales aussi. Mais on avait fait une midi-causerie sur les 10 000 cartes postales pour 2042. Nostalgie du futur en vue du 405e anniversaire de Montréal, c'est sur YouTube si jamais, vu que là, voilà, le temps passe vite. Mais on s'était intéressé en fait à cette dimension de prospection vers le futur et en fait les gens écrivaient principalement dans une anticipation en fait d'un avenir qui adviendra, mais peut-être il ne sera même plus là. Donc toute la posture sur les cartes postales était en fait voilà, une imagination du futur, mais ils se mettaient au futur en écrivant au passé. C'était très intéressant dans la plupart des cartes postales. Et puis un dernier, le projet que citait Omar tout à l'heure sur les expériences d'usage du passé dans les communications en ligne, les nostalgies de l'ancienne République démocratique allemande en vue du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, où cette fois-ci on va identifier en fait les activités en ligne et les acteurs les plus actifs que par méthodologie de boule-neige, on va contacter et puis interviewer à Berlin cet été. Voilà. Donc vous voyez, c'est un grand panoplie. Voilà, la technique m'a un peu ralenti, donc je n'ai pas pu aller en détail ici sur des autres projets, mais voilà, je peux vous les envoyer, communiquer, etc. Et j'avais quand même une super conclusion rapide, je ne sais pas si elle est super, mais voilà, qui est ici. Mon hypothèse et affirmation est donc celle de saisir le mal du temps au prisme des nostalgies, dans ses dimensions communicationnelles et médiatiques, ce qui permet de saisir les souffrances, silences, mais aussi les résistances et nostalgies du futur, se nouant à l'horizon d'anciennes, mais également de nouvelles utopies. Et je vous remercie.
bien l'applaudissement de l'Arabie Saoudite. Merci Katharina pour cette introduction. En ce qui me concerne, c'est une planète que je connaissais absolument pas et qui est extrêmement riche. Alors, comme d'habitude, on va demander à Anne-Marie de briser la glace et ensuite jeter sur la liste. Juste pour préciser, je vais partir dans à peu près 15 minutes. Et je dois m'excuser d'avance si un rendez-vous dentaire était avancé. Vous voyez les accélérations du temps. Je ne pourrais pas non plus rester beaucoup avec vous. Alors, je m'en excuse vraiment. De faire rapidement. Oui. Alors, merci Katharina pour cette présentation vraiment fascinante. Je pense qu'en quelques mots, on pourrait résumer la nostalgie comme une forme de réaction face à l'accélération, aux crises, aux progrès. Donc, vous l'avez dit, face à des temporalités qui nous semblent aller beaucoup trop vite. C'est comme si, moi, je vois ça comme le fait de regarder vers l'arrière, ça crée une forme de stabilité, en quelque sorte, pour passer à travers l'instabilité du temps présent. Je me suis posé la question, est-ce qu'on est plus nostalgique aujourd'hui que dans les années 60, 70, 80? Je pense à lire vos articles, je pense que vous diriez non. On est en quelque sorte dans un cycle nostalgique, en témoigne l'augmentation fulgurante de production médiatique télévisuelle nostalgique au Québec. Je pense notamment à les pays d'en haut, Passe-Partout d'ailleurs, ça a fait beaucoup jaser dans les médias. Même chose du côté des technologies numériques. De votre propos, moi je retiens deux choses importantes. D'une part, l'importance de l'outil pour déclencher la nostalgie. Donc, les productions médiatiques et les technologies numériques peuvent déclencher cette nostalgie. Elles sont des plateformes, des espaces de projection qui vont servir à exprimer à travers différents procédés. Vous l'avez dit, discursifs, esthétiques, narratifs. Je pense notamment à Instagram et les nombreux filtres rétro à la Super 8 qui vont chez l'utilisateur déclencher cette nostalgie. Et le deuxième point important, c'est que, en fait, cette nostalgie qui est exprimée dans les médias et à travers les technologies, elle n'est pas empreinte que du seul retour vers le passé. Elle va articuler d'autres temporalités, ne serait-ce que la nostalgie instantanée dont parle votre collègue Gilles Barthelins, ou la nostalgie de l'avenir. On vit quelque chose de beau actuellement, mais que l'on sait qui ne va pas perdurer au fond. Tout à fait. Vous avez passé rapidement sur votre projet quant aux activités du 375e anniversaire de Montréal. Ça a attiré mon attention. Je me dis, qu'est-ce que le fait d'écrire, je pense que vous avez demandé à des résidents montréalais d'écrire à leur personne de leur choix, c'est ce que je comprends. Oui. Qu'est-ce que ça révèle sur l'anticipation de l'avenir? Et puis, qu'est-ce que ça nous dit, ce corpus de cartes sur finalement de possibles nostalgies du futur? Je vais essayer d'aller rapidement. Il y avait 10 000 cartes postales au total qui ont été écrites, qui sont archivées à Pointe-la-Carrière. Puis on en a analysé 1000 pour l'instant. Et on a fait un focus group avec les instigateurs du projet, ainsi que certains artistes. Puis, comme ça me permet de vous présenter un verbatim. Antoine, qui est un des instigateurs en fait du projet, qui dit, si on pense au futur, on pense à la technologie, à quelque chose de technologique. On s'imagine toujours un futur dans quelque chose de très magnifié, les voitures qui volent, et on a regardé les visions futuristes il y a 50 ans. Justement, par rapport à aujourd'hui, c'est complètement exagéré. Puis on s'est dit, dans 25 ans, ça va être notre vie, mais juste un petit peu différent. Donc, c'est ça, on ne voulait pas être dans quelque chose d'une image cliché du futur, donc commémorative aussi. Mais on se disait que la carte postale est intéressante et on s'est dit qu'en 25 ans, c'est sûr que les écrans vont avoir pris encore plus de place. Il y aura quelque chose de vraiment nostalgique comme artefact avec une carte postale. Donc dans l'article qu'on va publier avec Magali, je parle beaucoup de l'aspect média archéologique de la carte postale qui est vraiment intéressant. Dans 25 ans, tu sais juste que l'on retrouve des papiers du passé avec le vieillissement, le truc, il y a toujours une espèce de nostalgie, d'émotion. On se dit, au niveau de la mise en scène de l'expérience, de voir cela en papier, émotivement, c'est beaucoup plus fort. Très intéressant aussi, il continue. Une de nos réflexions initiales, c'est plutôt vers la fin. Il dit, effectivement, les gens étaient beaucoup désemparés de reprendre un crayon pendant cet événement-là. C'était super difficile pour eux de ne pas taper. La carte postale, c'était aussi l'idée de s'éloigner de la technologie et être dans quelque chose de beaucoup plus papier, plus artisanal. Et je ne sais pas si c'est ici, là, mais il dit, une de nos réflexions initiales, c'était le propre de l'aliénation technologique par rapport à notre vie d'aujourd'hui. Donc, c'est des artistes, des jeunes qui se posent cette question-là. Et puis, Rosa en parle, mais beaucoup d'autres collègues aussi, bien évidemment, cette question ou supposition de l'aliénation-là. Et le projet a émané de là. Et ce qui est très intéressant, c'est que
la plupart des cartes postales étaient très intimes parce que la carte postale reste un média très vernaculaire, mais quand même intéressant. Donc je vais juste lire la carte qui était écrite à l'UQAM. Cher UQAM, j'espère que ton cœur... Et là, on peut les montrer parce qu'ils ont consenti à ce qu'on montre les cartes. Ils cochaient les gens. Cher UQAM, j'espère que ton cœur révolutionnaire sera toujours présent en espérant que tu n'as pas trop changé et que tu restes fidèle à tes valeurs malgré les pressions sociales de notre société. Je te souhaite le meilleur pour ton futur. Reste toi-même, reste Montréal, reste parfaite. Une étudiante pour toujours. Voilà. On avait aussi beaucoup de personnes qui en fait anticipaient les médias qui seront encore là. Quelqu'un dit ici, j'aimerais bien savoir qui recevra ma carte. Beaucoup de gens ont écrit à leurs futurs résidents de là où ils habitaient. Bien sûr, trouvez-moi sur Facebook si ça existe toujours. Donc, beaucoup de gens s'imaginaient, est-ce que la technologie que j'utilise maintenant sera encore là dans 25 ans? Quelqu'un dit, j'aimerais bien voir Montréal de 2042 maintenant sur Google Maps. Voilà. Donc il y avait beaucoup d'imagination du futur et réflexion sur notre contemporain dans ces cartes. Donc, bon, c'est un survol là. Après, je pense que tu n'avais pas vraiment de questions, mais je pense que la nostalgie aujourd'hui, elle est peut-être plus présente comme d'autres phénomènes aussi quand on voit en fait, par exemple, les insultes en ligne, je pense, le harcèlement en ligne, etc. Parce que c'est une désinhibition d'une part, mais aussi parce que, bon, il y a une certaine visibilité qui peut se faire. Mais je pense que d'un point de vue des industries médiatiques, c'est plus une question que le passé s'accumule, il est enregistré, il est numérisé. Donc le fait d'en jouer avec, d'un point de vue industriel, est beaucoup plus simple qu'avant. Il y avait déjà eu des remakes, etc. Et puis la nostalgie existe dans la culture populaire depuis un bon moment, donc c'est pas nouveau en soi, mais je pense que là aussi, on observe une forme d'accélération, si on peut le dire, mais qui prétend de décélérer en fait. Voilà. Okay. Je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais... Ben oui, peut-être une deuxième question. Le lien entre une nostalgie qui peut être marchandisation, parce que ce côté-là est très fort, et une nostalgie qui peut être rhétorique politique, là, le Make America Great Again, à quel Great Again, Trump et ses stratèges faisaient-ils référence? Et cette nostalgie qui peut être partage, créatrice de liens entre les groupes sociaux, est-ce que dans le cycle, si on peut appeler ça un cycle que l'on vit, la nostalgie qui tend plutôt à être marchande est plus forte que la nostalgie positive, créative? C'est pour ça qu'il faut faire des études plus spécifiques. C'est pour ça qu'on est sur plein de terrains différents, parce que bien évidemment, ça dépend. Mais la nostalgie de la marchandisation, ça a été analysé aussi déjà depuis un moment, surtout pour la publicité. C'est comme une des choses, c'est un marqueur émotionnel. Et ça marche très bien. Je vous renvoie là aux travaux de Kissou, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur ça, mais aussi Manuel Fontaine, qui a fait sa thèse, en fait, sur nostalgie et publicité. Après, la question de la politique, là aussi, moi, ce que je trouve en tout cas intéressant comme observation, c'est que le retour vers, on le observe nous-mêmes, on va relire Marx, on va relire Simondon, on va relire, j'espère, plus de femmes aussi, si on les ressort du silence. Voilà, on est dans une forme de qui n'est pas forcément nostalgique, mais on a l'impression qu'on retourne parfois dans le passé pour peut-être apprendre autrement l'avenir d'un point de vue politique. Les collègues qui travaillent sur la sustainable nostalgia et la question de l'écologie, par exemple, ils voient très clairement que la nostalgie qu'on a, en fait, c'est qu'on sait qu'on ne vivra plus, mais il faut qu'on laisse des traces, donc on est dans quelque chose de très anticipé. Donc chaque fois, c'est dans quelle perspective on se situe quand on analyse la nostalgie. Mais d'un point de vue politique, elle était toujours là aussi. Et c'est très intéressant que même les Grecs étaient déjà nostalgiques de leur propre passé. Donc là aussi, c'est rien de nouveau. Peut-être ce qui change, c'est cette intensification peut-être qui est donnée par les technologies de communication et puis par les industries médiatiques qui peuvent jouer sur ça parce que ça fonctionne assez bien. Surtout aussi ce que Ryan Lizardi et d'autres collègues on appelle nostalgie transgénérationnelle. Les gens qui regardaient La Guerre des Étoiles, ils vont le transmettre aux enfants, les fans de Friends aussi. Donc c'est des produits qu'on peut facilement partager aussi parce qu'ils sont numérisés. Avant c'était comme la cassette VHS, donc c'est aussi une faisabilité qui est autre. Je sais pas si... Voilà, on pourra refaire un colloque sur ces questions-là. Donc, désolée si je ne suis pas très précise dans les réponses. C'est pour ça qu'on travaille sur des études de cas aussi, de terrain différents. Michel, ensuite Eric. Michel. Peut-être ça chevauche un peu trop la dernière question, mais enfin, on comprend bien. Merci de cette présentation fascinante aussi. Ça suscite beaucoup d'idées. Mais ça me fait penser beaucoup au potentiel progressiste de la nostalgie, parce qu'on comprend bien la force conservatrice de la nostalgie. J'avais
Make America Great Again en tête aussi. Mais je ne sais pas si c'est un peu trop proche, mais est-ce que tu as vu beaucoup de potentiel progressiste quand même, peut-être dans les espoirs pour l'avenir, peut-être dans la lecture d'anciennes philosophies, pour faire penser d'aujourd'hui de décroissance. Oui. Donc tu veux dire plutôt dans les travaux, oui, pas vraiment forcément dans les analyses, plutôt dans les travaux. Mm-hmm. Ça diverge. Alors là, ce qui est intéressant, je ne l'ai pas encore lu, je viens de le recevoir, c'est Nostalgic Design. Je peux vous faire tourner aussi. Et puis il y a un autre qui s'appelle The Past and Visual Culture aussi, qui quand il est publié, j'ai oublié de les faire tourner. On voit un peu de tout, parce qu'alors il y a la problématique qui persiste, mais c'est très bien qu'elle persiste. C'est les premiers critiques, comme Frederick Jameson, de la nostalgie plutôt industrielle, etc. Jean Baudrillard aussi, c'était un grand critique en fait de la nostalgie marchandisée, mais lui-même est très nostalgique. Et je cite toujours Lou Reed qui a dit I don't like nostalgia unless it's mine. Donc, ce qui veut dire beaucoup de choses. J'ai jamais trouvé d'où, et quand il a dit ça, j'ai passé 3 heures à essayer de trouver, mais c'était comme difficile. Dans la littérature, ça diverge. Alors, il y a le potentiel créatif de la nostalgie, surtout en fait pour surmonter les crises individuelles. Et je pense que c'est surtout intéressant pour celles et ceux qui travaillent sur les migrants, les gens qui immigrent, etc. Dans le sens où c'est comme ça que des communautés se recréent et peuvent se maintenir, parce qu'on sait qu'on peut peut-être plus retourner chez soi, ou on ne l'a jamais connu. Donc c'est clair que dans beaucoup de collègues qui travaillent aussi sur, bien sûr, sur la question palestinienne, entre autres, par rapport à ça. Donc il y a beaucoup de collègues qui travaillent sur ça. Quelqu'un aussi qui travaille sur la nostalgie iranienne. Donc il y a beaucoup de... Et c'est toujours un mi-chemin entre quelque chose qui peut être créatif, mais aussi très régressif. Parce que pour certains, quand Trump dit « Make America Great Again », il y a une idéalisation très claire du passé. Et je pense plus profondément qu'il a abusé de la réelle nostalgie, qui était cette crise d'identité et cette peur, en fait, qu'il a. Et donc, je pense qu'en travaillant surtout dans... moi, j'essaie d'accéder à ces terrains-là, ces paroles-là, puis finalement « Do you remember ?» qui paraît complètement superficiel, mais quand on creuse, permet en fait d'accéder à des vraies craintes de personnes et de peurs qui ont permis que Make America Great Again marche. Mais eux, ils ont une vraie nostalgie qui est tout à fait légitime. Et je pense que quand on reproche aux jeunes, vous ne pouvez pas être nostalgique des années 70 et du rock'n'roll, je dis, non, ça cache peut-être une toute autre vraie nostalgie, parce qu'ils sont perdus aujourd'hui, etc. Surtout les étudiants avec qui je discute comme ça, je n'ai pas fait d'études empiriques sur ça. Donc je pense que c'est toujours un mi-chemin, c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est que je pense que cette signification initiale, elle est clairement là, et c'est là où se niche cette problématique dont parle Rosa, où il dit, il y a décélération, accélération, et puis il y a quelque chose qui est là qu'on n'arrive pas à saisir. Et moi, j'essaie d'argumenter que c'est la nostalgie, un mal du temps, principalement. Le mal du pays existe toujours, mais un mal du temps, un malaise avec le temps qui est là. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui. Okay, bon. Intéressant. Oui, Eric, à toi. Oui, merci Katharina, merci beaucoup. En fait, je suis en train de réfléchir à l'élaboration d'un projet de recherche à l'instant. Je pensais à ta question. Non, mais je vais t'en faire part tout de suite. En fait, je trouve que y a quelque chose de fascinant à penser, la relation entre nostalgie et utopie. Oui, tout à fait. Et tu vois, je pense ça à travers l'exemple de mon univers fictionnel qui est celui de Star Trek. Et justement, en fait, Star Trek qu'il faudrait analyser à la fois comme étant une production de fiction qui démarre dans les années 60 et qui dure jusqu'à aujourd'hui, et qui d'un autre côté se passe au XXIe siècle, avec, je dirais rapidement, des premières séries de Star Trek, les 3 premières. Je ne parlerai pas des films, des romans, etc., mais restons dans nos séries. Les 3 premières séries, donc, où la narration est assez linéaire, et où il y a toujours l'idée de progrès, en fait, qui apparaît à commencer dès le début, puisque l'argent n'existe plus dans l'univers de Star Trek. On est vraiment dans un univers post-capitaliste. Et ensuite, en fait, dans les dernières séries, on a un retour en arrière, puisqu'en fait, les dernières séries se passent soit avant la série initiale, soit entre les 2 premières séries. Ce qui pose d'ailleurs d'autres questions en termes, par exemple, de décor, parce qu'il faut que les artefacts techniques soient cohérents les uns avec les autres.
Donc c'est comme si on est toujours dans le futur, mais c'est comme si on revenait en arrière dans le futur. Et d'un autre côté, l'idée de progrès linéaire, en fait, qui est très présente dans les années 60, qui est issue aussi de la pensée de Gene Roddenberry, dans la dernière série, Discovery, c'est complètement différent, j'allais dire. La dimension utopique est complètement disparue. En fait, on est beaucoup plus dans la dystopie. Donc je me disais qu'il y a vraiment, à mon avis, beaucoup de choses à penser autour de la question de nostalgie et d'utopie. Ce qui m'enverrait à un questionnement, c'est qu'à un moment, j'ai eu l'impression que tu as employé deux termes pour dire qu'on avait soit un rapport avec la nostalgie qui était avant tout joyeux, soit un rapport dangereux. Je crois que j'ai noté les deux termes que tu employais. Et je pense aussi, justement, en repartant de Star Trek, mais pas seulement, je pense aussi que, et ce qui ne serait pas sans lien avec la question de la décélération, évidemment, de Rosa, c'est aussi le rapport. Je pense aussi qu'il peut y avoir un rapport avec la nostalgie qui est un rapport, et je voudrais avoir ton avis là-dessus, un rapport de construction positive. Je vais essayer d'illustrer ça parce que ça vous paraît sans doute assez abstrait, mais notamment par exemple, Rosa en parle dans le texte qui a été traduit en français en 2010 sur justement la question de la décélération, et que pour lui la décélération elle est liée aussi à l'articulation entre économie et politique. Tout à fait. Parce que le politique vise aussi à justement, normalement, le rôle du politique vise aussi à instaurer à travers un ralentissement de la globalisation capitaliste, on va dire. Et à ce sujet, à penser des réglementations, des lois, des réglementations qui visent pour le moins, à encadrer cette espèce de... Parce que, dans une certaine mesure, en fait, c'est le système technico-économique qui joue un grand rôle dans l'accélérateur. Et je me disais que la nostalgie, on peut aussi, semble-t-il, mais j'aimerais avoir ton analyse là-dessus, c'est que on peut aussi avoir la nostalgie, en fait, d'un certain passé politique, mais que ceci peut avoir des connotations qui sont plutôt utopiques pour penser l'avenir, et notamment dans l'articulation économie-politique. Économie et politique. Oui, tout à fait. Mais c'est bien que tu évoques ce sujet, parce qu'avec Sébastien Févry, qui vient parfois en échange là, pour enseigner avec l'échange qu'il y a UQAM Louvain, on se penche là depuis, on va essayer d'intensifier la discussion de ça, et puis peut-être on pourra faire un séminaire sur la question, sur qu'est-ce qui a fait que la nostalgie et l'utopie sont parfois séparées dans les discours, et aussi surtout la mélancolie. Alors on a déjà comme remarqué que tous les ouvrages qui reviennent sur les utopies de gauche ont plutôt, on va l'intituler mélancolie, tandis que tous les ouvrages qui relèvent du populisme vont parler de nostalgie. Et ça vient du fait que la nostalgie est rentrée dans quelque chose, on va dire que c'est quelque chose de très superficiel, et c'est ce que j'ai essayé de montrer, que c'est le fait que c'est sorti du discours médical. Et là, on aimerait bien travailler cette question-là parce que c'est comme si la mélancolie était quelque chose de beaucoup plus, comment dire, sophistiqué, de plus gracieux en fait que la nostalgie. Puis moi, j'ai du mal avec ça parce que historiquement, les deux notions sont ensemble. La nostalgie est toujours un côté, elle n'est pas binaire d'ailleurs, c'est toujours comme un mélange difficilement cernable. Donc je ne serais pas d'accord avec cette... Et ça ne permet pas de rentrer dans une critique des discours populistes parce que, voilà, on va dire que c'est nostalgique, c'est régressif, puis on ne va pas interroger ce qui se cache vraiment dans les craintes des personnes qui votent de telle ou telle sorte, par exemple. Bon, faudrait peut-être creuser davantage. Sur la question de l'utopie en tant que telle, je pense que la nostalgie et l'utopie sont de toute façon liées. Parce que je pense que quand on invente ou on s'imagine un meilleur futur, que ce soit si on est militante engagée, féministe ou voilà, pour d'autres minorités, on est toujours en horizon du long terme parce qu'on sait qu'à un moment donné, nous, on ne sera plus là. Et je pense que c'est là où la nostalgie est davantage dans le futur. Puis les cartes postales, ça nous a permis un peu de rentrer là-dedans. Et ça serait intéressant, je pense que c'est aussi des discours des militantes écologistes où ça paraît aussi. Là, en Allemagne, actuellement, il y a un vrai mouvement qui se met en place. Il y a des jeunes de 17 ans qui disent, en gros, là, nous, on doit se battre pour un avenir où même nous, on ne sera plus là. Il faut maintenant qu'on agisse. Puis c'est cette anticipation-là
Et puis c'est là aussi où l'aspect universel de nostalgie, d'en parle, et je vais plus aller sur le slide vu que ça bug tout le temps, d'en parler Alistair Bonnet, que c'est vraiment un sentiment universellement partagé et c'est pas juste une marchandisation de quelque chose de régressif. Et je pense qu'il y a là de quelque chose à chercher. Et puis même dans notre propre domaine, je pense qu'il est intéressant, c'est de revenir sur les utopies communicationnelles. Bon, il y a beaucoup de collègues qui ont travaillé sur ça. Et puis de revoir en fait qu'est-ce qui reste de ces utopies communicationnelles, et puis est-ce qu'on est finalement nostalgique ou pas de ça, et puis la question du progrès, bah oui, s'y pose aussi. Et donc il y a beaucoup de matière là peut-être, mais il ne faut pas non plus voir la nostalgie là où elle n'est pas. Donc parfois elle est absente aussi, hein. Donc tout le monde n'est pas nostalgique. Vous pouvez faire des tests en ligne chez les psychologues de Southampton si vous êtes plus nostalgique ou mélancolique. Voilà. Moi, mon résultat était clairement plus mélancolique que nostalgique. C'est pas parce que j'ai des artefacts dans mon bureau que je suis Madame Nostalgie, mais voilà. Mais là, tu es en train d'orienter notre éventuelle réponse. Pardon? J'oriente. Orienter notre éventuelle réponse. C'est ça. Hélène, est-ce que tu aurais une intervention? Non, c'est une question vraiment toute bête, Katharina. C'est juste comment on est venu à travailler sur la nostalgie? Excellente question. Je vois que c'est une enquête de terrain que tu mènes. En fait, c'était tout simplement, je me trouvais toujours dans des travaux où j'essayais justement en tant que femme d'être légitime. Donc, je travaillais sur les discours télévisés, sur la géopolitique, etc. Et puis, j'ai toujours suivi une intuition, mais un peu comme tu dis tout à l'heure, on est un peu obligé à passer par voilà, une forme d'objectivisation de nos résultats, etc. Puis, c'est-à-dire aussi que, comme j'ai beaucoup travaillé sur le terrorisme, et puis les événements terroristes sont arrivés à Paris, un peu parfois trop proches. Donc, je sais pas, à un moment donné, je voulais comme travailler sur autre chose, mais la nostalgie, en même temps, émerge avec les autres préoccupations-là, donc la question de la mémoire et de l'histoire. Et je travaille probablement, c'est ça aussi, parce que je ne vis plus en Allemagne et je n'ai jamais eu l'impression d'avoir une patrie. Donc voilà, un peu, je n'ai pas besoin de faire de psychanalyse grâce à la recherche. Mais cette chose-là, mise à part, c'est vraiment début des années 2010 que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en ligne? Et nous, dans les années 90, on nous racontait que dans le futur, on va faire l'amour à distance, on va se connecter, on va tous être habillés, argentés, puis voilà, un imaginaire un peu de ce futur-là, justement, comme Antoine dit, voilà, à la Fritz Lang, là, voilà, les voitures qui volent, tout ça. Puis je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en ligne? C'est souvent quand même assez rétrograde, là, on met les filtres, et puis je me dis, pourquoi ça? Je ne comprenais pas, en fait. Je me dis, c'est étrange, puis voilà, il y avait Mad Men qui passait, donc c'était juste des intuitions, observations, puis en poussant plus loin, c'est vraiment que je suis rentrée dans toutes les thèses de médecine, des psychanalystes et tout. Et à l'époque, j'étais en Suisse aussi, il faut le dire, dans le pays où la nostalgie a émergé d'un point de vue médical. Voilà, donc c'est juste quelque chose qui m'a fascinée en fait. Puis j'avais plus trop envie à un moment donné de travailler sur la question. Et finalement, si je dis, il y a encore des choses à faire. Mais voilà, ça répond peut-être un peu. Et ce sera le mot de la fin. Voilà. Merci. Et je vous laisse avec une carte postale qu'on va jamais pouvoir voir. C'est juste Judith qui va pouvoir l'avoir. Quelqu'un a pris une photo, l'a collée à l'envers, on n'osait pas. Et moi, j'étais là, je voulais regarder. Mais en fait, on a fait interruption dans l'archive qui sera... c'est parce que là, ces cartes sont archivées, mais envoyées dans 25 ans. Donc, en tant que chercheur, c'était pas gentil, en fait, parce qu'on interrompt, en fait, un processus. Puis là, j'avais vraiment envie de regarder, mais je ne l'ai pas faite. Mais la personne, Judith, va pouvoir voir la nostalgie du futur d'une photo qui va paraître. Donc le temps, je trouve très intéressant aussi. Puis peut-être prendre le temps parfois de laisser, je dis parfois avec les téléphones portables, non, je ne te montre pas la photo, il faut la développer d'abord. Mais bon, en tout cas, merci en tout cas d'avoir dépensé la nostalgie. Et merci Hélène d'avoir tenu avec le décalage et tout. Merci à toutes les deux. Merci Katharina. Merci.